Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans le paysage littéraire mondial, il est courant d'associer les lettres argentines et le registre du fantastique. Borges, Bioy Casares, Cortázar et d'autres ont donné à cette littérature certaines de ses plus grandes œuvres. Tant et si bien qu'à notre époque, et ce bien au-delà du Rio de la Plata, les auteurs du monde entier se réfèrent au fantastique argentin comme un modèle du genre. On peut s'interroger sur l'origine de ces affinités électives. Y aurait-il dans l'histoire et la culture argentine des éléments qui feraient de ce pays une terre de cocagne du récit fantastique ? Dans l'émission que vous allez entendre dans un instant, c'est l'écrivain argentin Julio Cortázar, lui-même grande plume de la littérature fantastique, qui s'interroge autour de ses correspondances au micro de Jean Montalbetti. Sans apporter de réponse précise, mais du moins cette interrogation est-elle énoncée. Voici donc Julio Cortázar dans le magazine L'heure de pointe des après-midi de France Culture, premier volet d'un entretien en 4 parties. C'est une émission du 14 juin 1976. Il a beau être né à Bruxelles en 1914 et vivre en France depuis 25 ans, Julio Cortázar est écrivain argentin. Il a aussi une autre patrie, c'est celle du fantastique où il a pris place aux côtés de son compatriote Jorge Luis Borges. Cortázar vient de faire paraître un nouveau recueil de nouvelles, Octaèdre, 8 nouvelles dans ce recueil publié chez Gallimard, et il a obtenu pour ce livre tout récemment le Grand Aigle d'Or du Festival du Livre. Ceci a donné l'occasion à un autre écrivain latino-américain, le Mexicain Carlos Fuentes, de dire à Nice d'Octaèdre que, comme tous les livres de Cortázar, il était une dangereuse invitation, je cite, lancée au lecteur. L'auteur ouvre une porte, celle d'une rame de métro, d'une chambre d'hôpital, d'une maison de campagne, et nous défie de jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare des personnages absents et présents, qui nous tendent la main par-delà les décombres de la raison. Julio Cortázar avait déjà obtenu pour le livre de Manuel le prix Médicis étranger. Nous allons le retrouver toute la semaine dans l'heure de pointe. Aujourd'hui, il s'explique sur l'irruption du fantastique dans son œuvre. Je crois que je n'ai jamais recherché le fantastique. Je l'ai trouvé. C'est-à-dire, on pourrait penser que le fantastique me recherche lui, moi. C'est-à-dire que, à sa façon, qui est multiple, il se fraye, il se cherche un chemin pour arriver finalement à moi. Tout ça, ce n'est pas de la littérature, parce que dès ma plus jeune âge, de mon enfance, j'ai vécu dans un monde où les limites entre ce qu'on appelle réel et ce qu'on appelle fantastique n'étaient pas claires pour moi. Et je me suis exprimé bien de fois là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fantastique quotidien dans la maison de mon enfance, dans ce que je voyais, ce que je ressentais tout le temps. Et je me rappelle très bien qu'une de mes premières expériences pénibles d'enfance, ça a été le fait que, quand j'allais à l'école primaire et je parlais avec mes camarades, que j'aimais bien d'ailleurs, je m'ai heurté à un mur d'incompréhension et de méfiance dès que je me mettais à leur signaler des choses qui pour moi étaient tout à fait évidentes, des choses que je croyais avoir vues. Je ne parle pas de fantômes, bien sûr, c'est-à-dire certaines façons d'interpréter la réalité, certaines visions de la réalité, et je me rappelle très bien la tristesse avec laquelle je me heurtais à leur incompréhension, le fait qu'ils refusaient déjà, étant tout petits, ils refusaient le fantastique, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'ils entraient déjà dans les ornières fixées par une tradition de réalisme, d'acceptation totale de la réalité.
Je ne sais pas d'où me venait à moi cette espèce de lucidité spéciale, de façon de m'approcher au monde d'une façon différente, par des biais différents. C'était peut-être une question de chromosomes ou de gènes. La seule chose que je peux vous dire, que pendant mon enfance, j'ai eu toujours une espèce de complicité attendrie de la part de ma mère, par exemple, qui est une femme d'une grande sensibilité, d'une grande imagination, et que sans me pousser du tout dans cette direction-là, quand même était la seule à essayer de comprendre certaines réactions que j'avais face à la réalité quotidienne. Elle se rendait parfaitement compte que j'étais un enfant qui traversait certaines portes que d'autres enfants ne traversent pas habituellement. Et alors, il est assez normal que, arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge où j'ai senti que ma véritable vocation était celle d'écrire, cette charge de fantastique qu'il y avait déjà en moi, cette fréquentation, cette familiarité avec ce qu'on rejette en général pour le trouver illogique ou absurde ou inquiétant, se soit tout de suite manifesté dans mon écriture. Il est évident que si on commence par accepter le fantastique, c'est une façon de lui ouvrir la porte. Alors lui, il vient. Dans ce sens-là, on ne le recherche pas, mais on l'invite. Et je crois que j'ai passé ma vie à inviter le fantastique à entrer. Et il l'a fait souvent. C'est tous les débuts de mes nouvelles, de mes contes, se basent toujours sur un petit épisode quotidien qui en soi pourrait pas n'avoir beaucoup d'importance, et qui laisserait indifférent d'autres personnes à qui ça pourrait advenir. Et cependant, dans mon cas, ce petit épisode met en marche ce qu'on pourrait appeler l'irruption du fantastique. Et alors, à ce moment-là, je suis une fois de plus en terrain familier, et ce que j'écris, c'est un peu comme si on me le dictait. Vous savez, c'est pas un paradoxe ni une fausse modestie, mais si bien je crois être l'auteur de mes romans, je suis pas très sûr d'être l'auteur de mes nouvelles. J'ai eu toujours l'impression qu'en les écrivant, j'étais un médium et quelque chose passait à travers moi. J'écris la plupart de mes contes, par exemple, sans avoir aucune idée de comment ils allaient finir. Le conte arrive à sa fin par un mécanisme de autocréation dans lequel je suis le premier lecteur, le premier spectateur. Le temps que j'ai passé en Europe étant enfant a été minime. Parce que finalement, étant né à Bruxelles au début de la Première Guerre mondiale, ma famille a pu quitter la Belgique occupée par les Allemands et se réfugier en Suisse, d'où elle est passée en Espagne. Et là, surtout en Espagne, j'ai vécu les 4 premières années de ma vie. Aussitôt la guerre finie, la famille s'est embarquée de retour en Argentine. Donc, les influences du côté européen seraient peut-être plus importantes du côté de l'Espagne. Mais là, je ne crois pas que ce soit un pays très aimé par le fantastique. Au contraire, c'est un pays où le fantastique en littérature n'a donné que très peu de choses vraiment intéressantes. Donc, à moins qu'un psychologue de l'enfance puisse me dire que les expériences, les choses qu'un tout petit enfant d'1 an ou 2 ans a pu entendre à les gens de la maison, à ses gouvernantes. À cette époque-là, les enfants avaient des gouvernantes. Et pu vraiment influencer son sous-conscient, son inconscience. Je pense que c'est possible. Mais en tout cas, je dois dire que moi, j'ai vraiment ouvert les yeux au monde en Argentine, à Buenos Aires, plus précisément dans une banlieue de Buenos Aires. Et c'est là où j'ai découvert ce sentiment étrange, peu définissable, de familiarité avec des choses qui n'étaient pas celles qu'on m'enseignait à l'école ou que mes parents voulaient me faire croire. C'est un problème que je me suis posé sans trouver la solution. Pourquoi le fantastique a non seulement beaucoup de très bons écrivains en Argentine et Uruguay, mais en plus un public avide de ça, qui a toujours cherché à accepter ça.
à l'encontre d'autres pays d'Amérique latine où le pourcentage de fantastique est moindre dans leur littérature. Un pays comme la Colombie ou le Pérou abonde en récits fantastiques, mais par rapport à ce qui n'est pas fantastique, il se trouve en minorité. Tandis que dans le Rio de la Plata, la littérature fantastique a été vraiment à la tête de toute la littérature très souvent. Et même aujourd'hui, elle continue à être cultivée par des jeunes conteurs. Très souvent, je lis dans des journaux, dans des magazines, des contes qui sont carrément fantastiques et qui continuent cette ligne. Quant aux influences directes, ici en France au début, quand certains auteurs argentins ont commencé à être traduits et publiés après Borges, le seul point de repère et de référence qu'avaient les critiques était lui. Alors on commençait toujours pour se faire une espèce de point d'appui autour de Borges et après on se demandait qui était X ou Cortázar dans mon cas. Je crois que il est utile d'éclaircir ce problème parce que en ce qui me concerne, l'influence que Borges a eue sur moi n'a jamais été une influence thématique, disons. C'est-à-dire l'atmosphère du fantastique de Borges, que j'admire énormément, ce n'est pas mon atmosphère à moi, c'est une atmosphère tout à fait intellectuelle, je dirais presque géométrique. C'est vraiment un grand jeu de l'esprit, mais comme il arrive souvent dans ces cas, il arrive à toucher très loin et très profondément. Mais dans mon cas, mon fantastique est un fantastique beaucoup plus simple, si vous voulez, beaucoup moins concerté, composé. Je vous ai dit déjà que je ne l'invente pas, qu'il vient. Alors c'est le fantastique qui arrive n'importe où et n'importe quand, dans la rue, dans un café, au milieu d'une fête, et qui n'a pas de rapport précis avec le fantastique de Borges. Je voudrais ajouter que j'ai eu une grande influence de Borges dans ce qui concerne la rigueur. Je crus que la véritable leçon qu'il nous a donnée aux Argentins, c'est d'écrire avec cette économie de moyens merveilleuse qu'il a, et alors sans limiter, parce que Borges est inimitable, sans limiter, il faut tenir compte de cette économie, parce on ne peut plus écrire comme avant Borges, c'est-à-dire en laissant tomber de longues phrases avec des adjectifs à la façon espagnole du 19e siècle. On écrivait comme ça avant Borges, et on continue à écrire comme ça très souvent, les mauvais écrivains. Mais tous ceux qui sont venus après Borges ont compris que sa grande leçon était une leçon de langage, plus qu'une leçon de thème. C'était Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont, première diffusion le 14 juin 1976. À suivre. Les nuits de France Culture. En juin 1976, l'écrivain argentin Julio Cortázar s'entretient avec Jean Montalbetti dans les après-midi de France Culture. Cet entretien, diffusé en 4 parties dans le magazine L'Heure de Pointe, donne l'occasion à l'auteur de Marelle de définir son rapport à la littérature fantastique. Après un premier volet, dans lequel il s'interrogeait sur les raisons qui font de l'Argentine la terre de prédilection de ce style littéraire, il détaille dans ce deuxième épisode son propre rapport au fantastique. C'était le 15 juin 1976, quelque temps après la parution en France de son recueil de contes Octaèdre. Cuando yo me muera, ñaña, y mucho has de llorar. Cuando yo me muera, ñaña, y mucho has de llorar. Otro que te quiera, ñaña, y no lo encontrarás. Otro que te quiera, ñaña, y no lo encontrarás. Hier lundi, l'écrivain argentin Julio Cortázar a commencé le premier des 4 entretiens qu'il a accordés à l'Heure de Pointe
en nous parlant de sa notion du fantastique et en se situant par rapport aux maîtres de ce genre littéraire aussi bien européen que latino-américain. Il a revendiqué pour Octaèdre, son dernier recueil de nouvelles paru récemment aux éditions Gallimard et couronné par le Grand Aigle d'Or au Festival de Nice, comme pour ses précédents ouvrages, l'irruption du fantastique dans la vie quotidienne. Reste le difficile problème de faire passer cette rupture avec le réel dans l'écriture du romancier. C'est son propos d'aujourd'hui, d'autant que le public, et le public français particulièrement, a sa propre conception du fantastique qui n'est pas toujours celle de l'auteur. Marie-Hélène Baconnet nous en donnera une illustration dans une lecture d'un extrait d'été tiré de Octaèdre. Au public français, il est évident que mon fantastique à moi, mes nouvelles fantastiques, se situe dans un terrain très très différent de celui auquel les lecteurs sont en général habitués. Très souvent, j'ai discuté avec des amis français au sujet des auteurs comme Lovecraft, par exemple, que les Français aiment et admirent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui confondent, mélangent l'impression que le récit leur fait en tant qu'histoire, en oubliant complètement comment le récit est écrit. C'est-à-dire une écriture qu'ils ne supporteraient pas sur un autre plan que le fantastique, ils l'acceptent, ils l'avalent sans la moindre discussion. On dirait qu'ils sont complètement hypnotisés par la terreur, l'effroi de la lecture de contes de Lovecraft. Alors voilà, le problème que je me suis toujours posé dès le début, quand j'ai commencé à écrire, c'était le suivant. Du moment que le fantastique m'arrivait, moi, d'une façon extrêmement naturelle, à tel point que moi, étant enfant, j'acceptais beaucoup plus facilement des choses apparemment illogiques, pendant que des choses logiques, celles qu'on m'apprenait, celles que je devais faire, je les acceptais avec beaucoup de difficultés parce qu'elles allaient contre ma nature. Au moment de me mettre à écrire ces genres d'irruptions du fantastique, pourquoi aurais-je compliqué les choses? Pourquoi aurais-je fait comme Lovecraft, qui conditionne et prépare le lecteur avec une espèce de mise en scène où il commence pour créer un paysage qui se prête aux pires irruptions de l'horreur, où il décrit toujours de marécages avec des vapeurs pestilentielles, de vieilles demeures à moitié ruinées et des personnages étranges qui se glissent par-ci par-là avant que la grande terreur ou la grande horreur arrive. Ce n'était pas mon cas, ça ne m'est jamais arrivé. Le fantastique, qui pouvait être parfois effrayant, parfois merveilleux et beau, m'arrivait, je vous répète une fois de plus, m'arrivait de la façon la plus naturelle. Donc, au moment de me mettre à écrire des contes qui avaient un sujet fantastique, j'ai compris d'emblée, tout en étant très jeune, que la meilleure façon de faire passer ça dans l'écriture était de reproduire les conditions où les choses s'étaient passées chez moi, personnellement. C'est-à-dire, si je m'étais trouvé dans une situation qu'on peut qualifier de fantastique, sans trop me surprendre, sans que je trouve ça trop décalé de la réalité, alors il fallait écrire de la même façon. Et voilà pourquoi, déjà, la première série de contes fantastiques que j'ai écrits, c'est la série qui s'appelle Bestiaire, dans son ensemble. Ce sont toujours des choses qui commencent de la façon la plus quotidienne, la plus vulgaire. Il y a une famille, il y a un couple, il y a une estancia, enfin une ferme dans le champ, sans aucune indication qui ne soit pas la chose habituelle, la vie quotidienne, ce qui est tout à fait normal et logique. Et alors, à ce moment-là, le fantastique fait son irruption. Lorsque Zulma entendit le premier bruit, Mariano était en train de chercher dans les piles de disques une sonate de Beethoven qu'il n'avait pas encore écoutée cet été. Il demeura la main en l'air, regarda Zulma. Un bruit, comme sur l'escalier de pierre du jardin, mais personne ne venait au cabanon à cette heure. Personne ne venait jamais la nuit. De la cuisine, il alluma la lampe qui éclairait la partie la plus proche du jardin. Il ne vit rien et éteignit. « Un chien qui cherchait quelque chose à manger, dit Zulma. »« C'était un drôle de bruit, dit Mariano, comme quelque chose qui soufflait. » Une énorme tache blanche vint cogner contre la baie. Zulma poussa un cri étouffé, Mariano se retourna. Trop tard. La vitre ne reflétait plus que les tableaux et les meubles du séjour. Il n'eut pas le temps de demander quoi que ce soit. Le bruit résonna près du mur qui donnait au nord.
Un hennissement étouffé comme le cri de Zulma qui tenait ses 2 mains sur sa bouche et s'était plaqué contre le mur du fond en regardant fixement la baie. « C'est un cheval, dit Mariano sans y croire. « C'est un bruit de cheval, j'ai entendu les sabots. Il doit galoper dans le jardin. » « Il veut entrer, dit Zulma collée au mur du fond. « Mais non, quelle bêtise, il se sera échappé de quelque ferme dans la vallée et la lumière l'aura attiré. Je te dis qu'il veut entrer. Il est enragé et il veut entrer. »« Eh, les chevaux n'attrapent pas la rage, que je sache, dit Mariano. » J'ai l'impression qu'il est parti. Je vais regarder par la fenêtre d'en haut. Le fantastique entre dans mes contes de la même façon qu'il a toujours entré dans ma vie. Alors là, j'ai été fidèle à l'expérience du fantastique et j'ai simplement essayé de la transporter dans un niveau littéraire, dans un niveau d'écriture, sans la trahir, sans la fausser. Je crois que mon écriture n'est pas réaliste dans le sens où on peut entendre le réalisme comme la minutie dans le détail, la description précise des choses, disons la description d'une chambre vue par Émile Zola, par exemple, et un certain Flaubert. Ce réalisme m'était toujours étranger, parce que ce qui compte pour moi, ce sont les mouvements psychologiques, ce qui se passe dans les êtres. Alors en principe, dans mes contes, je les situe d'emblée dans une maison, dans une rue, dans un café, dont la description est très très sommaire, et elle ressort plutôt de ce que disent le personnage et de l'action en elle-même, de ce qui se passe, sans que je perde du temps. Pour moi, je le considère une perte de temps pour moi, de me mettre à décrire la scène sur laquelle va se passer l'action. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas réaliste, mais en même temps, je crois que je le suis, parce que le cadre où arrive le fantastique est un cadre tout à fait réaliste, et les Argentins ont toujours admis, même ceux qui m'ont le plus critiqué, ont toujours admis que le cadre de mes contes est profondément argentin, de Buenos Aires. C'est-à-dire, on peut reconnaître chaque pierre, chaque chose, chaque élément, c'est absolument typique, c'est de mon pays, il n'y a rien d'inventé. Donc ça, c'est une façon d'être réaliste. Mariano bouscula Zulma, fut d'un saut à l'interrupteur. La petite les regarda, son pyjama rose contre la porte qui donnait sur le salon, le visage endormi. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure ?» demanda Mariano en nouant un torchon autour de sa taille. La petite regardait Zulma nue, mi-endormie, mi-honteuse. Elle la regardait comme si elle voulait retourner à son lit, au bord des larmes. « Je me suis levée pour faire pipi, » dit-elle. « Et tu es sortie dans le jardin alors qu'on t'avait dit de monter. » La petite se mit à faire la moue, les mains comiquement enfoncées dans les poches de son pyjama. « Ce n'est rien, reviens au lit, » dit Mariano en lui caressant les cheveux. Il l'aborda, remit la revue sous l'oreiller. La petite se tourna vers le mur, un doigt dans la bouche pour se consoler. « Monte, » dit Mariano à Zulma. « Tu vois bien qu'il n'y a rien, ne reste pas là comme une somnambule. » Quand elle avança vers la porte du salon, il lui barra le passage. « Ça suffit comme ça, Zulma !»« Mais tu ne comprends pas qu'elle lui a ouvert la porte !» dit Zulma de cette voix qui n'était pas la sienne. « Cesse de dire des bêtises, ça suffit. Va voir si ce n'est pas vrai. Ou laisse-moi y aller. » La main de Mariano se referma sur son bras qui tremblait. « Monte immédiatement !» La poussant jusqu'au pied de l'escalier, regardant au passage la petite qui n'avait pas bougé, qui devait s'être rendormie. Sur la première marche, Zulma cria et voulut s'échapper, mais l'escalier était étroit et Mariano la poussait de tout son corps. Le torchon se dénoua et tomba par terre. Il la monta marche après marche jusqu'au palier en la soulevant par les épaules et il la lança dans la chambre en refermant la porte derrière eux. « Elle va le faire entrer !» répétait Zulma. « La porte est ouverte et il va entrer !» « Couche-toi, dit Mariano. »« Je te dis que la porte est ouverte !»« Je m'en fous, dit Mariano. Qu'il entre s'il veut, à présent je m'en fous, éperdument qu'il entre ou qu'il entre pas. » Il empoigna les mains de Zulma qui essayait de se dégager, la poussa à la renverse sur le lit où ils tombèrent tous les deux. Zulma, sanglotant et suppliant, paralysée par le poids d'un corps qui la serrait de plus en plus près.
qui la pliait à une volonté murmurée bouche à bouche, rageusement entre larmes et obscénité. « Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux plus jamais, je ne veux pas !» Mais trop tard. Sa force et son orgueil cédaient à ce poids envahissant qui la rendait au passé impossible, aux étés sans lettres et sans chevaux. Plus tard, dans la nuit, le jour commençait à poindre, Mariano s'habilla en silence, descendit à la cuisine. La petite dormait, son doigt dans la bouche. La porte du jardin dans le salon était ouverte. Zulma avait raison. La petite avait ouvert la porte. Le fantastique se trouve dans les êtres surtout, en tout cas chez moi. Mais il ne faut pas exclure la présence des lieux comme facteur déclenchant du fantastique. Dans un de mes premiers contes, qui étrangement a été toujours très lu, même que c'est un conte que je considère imparfait, c'est un de mes premiers contes, qui s'appelle Maison occupée. Véritablement, le protagoniste de l'histoire, c'est la maison, et pas les êtres qui l'habitent. C'est une maison qui oblige ceux qui l'habitent à sortir, qui les expulse, moyennant des forces qui ne sont jamais définies, qui sont évidemment des éléments fantastiques, qui sont un peu les complices de la maison qui veut rester seule, abandonnée et mourir de sa mort à elle seule. Vous voyez que le fantastique parfois n'occupe pas seulement les êtres, mais qui se trouve aussi dans les lieux. Nochebuena, ay para Navidad, ay mi paloma quebradeñita te vendré a buscar. C'était Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont, première diffusion le 15 juin 1976. À suivre. Les nuits de France Culture. L'émission que vous allez entendre dans un instant est le troisième volet d'un entretien que l'écrivain argentin Julio Cortázar a accordé à Jean Montalbetti en 1976 pour les après-midi de France Culture. Dans ce volet, Julio Cortázar s'attarde sur son rapport à l'Amérique latine et à son pays, l'Argentine. L'auteur de Marelle se revendique latino-américain. Une manière pour lui de rejeter le nationalisme particulièrement exacerbé en cette période qui voit se multiplier les coups d'État militaires dans toute l'Amérique du Sud. Il s'épanche aussi sur son rapport à la France, son pays d'adoption, où il mourut en 1984. Voici donc Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, troisième partie d'un entretien diffusé en juin 1976. Un vent d'Argentine souffle depuis le début de la semaine sur l'heure de pointe grâce à la présence de notre invité, le romancier Julio Cortázar, qui a récemment publié un recueil de nouvelles octaèdres qui a obtenu au dernier Festival du Livre à Nice le Grand Aigle d'Or. Il nous a parlé, au cours de ces 2 derniers jours, de l'irruption du fantastique dans son œuvre et de ses rapports avec l'écriture. Aujourd'hui, il revendique son identité latino-américaine, même si la France, où il vit depuis 25 ans, a aussi enrichi son expérience d'homme et d'écrivain. En ce qui me concerne moi en tant qu'écrivain, on m'a souvent demandé dans quelle mesure je me sentais latino-américain du moment que ça fait 25 ans que j'habite en Europe, plus précisément en France et à Paris. Je crois que ma réponse est dans le fait que tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'écrirai jusqu'à ma mort, je suis convaincu de ça, sera écrit en espagnol. L'espagnol est ma langue. Je dirais, quand je dis l'espagnol, je voudrais que les Français sachent que je veux dire l'argentin. Et ça mérite une toute petite explication qui n'est pas toujours connue de tout le monde, c'est-à-dire que il y a l'espagnol de la péninsule, mais
tous les pays latino-américains, c'est plus de 20 pays latino-américains, ont modifié lentement l'espagnol hérité des conquérants et des colonisateurs après, et ont fait des langues que, tout en restant l'espagnol, bien sûr, ont des nuances, des caractéristiques typiques. C'est-à-dire, ce que je pourrais appeler le mexicain, c'est différent de l'argentin, et à son tour, l'argentin est différent du péruvien. Et tout ensemble fait l'espagnol. On pourrait dire qu'il y a un espagnol latino-américain qui, à son tour, se divise selon les caractéristiques de chacun de ces pays. Remarquez d'ailleurs que même en Espagne, les différences régionales de l'espagnol sont très grandes. Évidemment, un homme de l'Asturias ne parle pas comme un homme de l'Andalousie. Donc et en France c'est pareil, le même phénomène se répète. Mais en Amérique latine, les différences sont beaucoup plus grandes. À tel point que je vous dirais que entre l'espagnol de l'Espagne et l'espagnol qu'on parle en Argentine, il y aurait des différences aussi grandes qu'entre celles de l'anglais qu'on parle en Angleterre et de l'anglais qu'on parle aux États-Unis. C'est-à-dire que vraiment, il y a une différenciation qui a enrichi énormément la langue. C'était une vieille querelle parce que les vieux Espagnols voulaient qu'on reste à leur espagnol, qui ne répondait plus à notre façon de vivre, de sentir. Mais maintenant, les Espagnols de la nouvelle génération sont heureux de lire les écrivains latino-américains parce qu'ils trouvent que l'espagnol s'enrichit à cause de toutes ces métamorphoses et ces changements. Et nous, à notre tour, nous lisons avec intérêt les Espagnols parce qu'ils nous rendent toujours une espèce de miroir de ce qui a été notre langue au début. Alors, pour revenir à moi-même, je suis profondément latino-américain. Et j'insiste à dire latino-américain parce que ça touche déjà le plan politique. Je suis argentin et j'aime bien être argentin, c'est ma patrie. Mais ma véritable patrie, c'est l'Amérique latine dans son ensemble. Je me sens aussi à l'aise au Mexique, en Colombie qu'en Argentine. Je trouve mes frères partout, mes camarades partout. Et je dis ça parce que nous assistons une fois de plus à une vague de nationalisme enragé en Amérique latine, qui nous font beaucoup de mal. Le grand rêve de Simon Bolivar de créer les États-Unis de l'Amérique du Sud pour les opposer aux États-Unis de l'Amérique du Nord ne s'est pas réalisé. Je crois qu'un jour il se réalisera et que ce sera notre seule façon de nous intégrer. Parce que malgré nos différences, heureuses différences d'ailleurs, nous nous intégrons beaucoup les latino-américains. Le fait qu'un homme de l'extrême sud de l'Argentine puisse traverser tout le continent en parlant avec tout le monde, en se comprenant avec tout le monde, sans aucun problème, en arrivant jusqu'à Cuba et l'Amérique centrale, ça c'est une merveille historique, c'est un privilège que d'autres continents n'ont pas. L'Europe, par exemple, ne l'a pas eu, et dès là, ces déchirements, ces luttes, le fait que dans cette petite Europe, vous arrivez à une frontière et vous cessez de vous comprendre avec les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols, c'est quand même un drame terrible, qui fait la richesse de la littérature, mais la pauvreté de l'histoire. Maintenant, je voudrais ajouter que ce n'est pas pour rien que j'ai passé 25 ans en France. C'est-à-dire, je crois que nous vivons, à la fin de ce siècle déjà, nous vivons une époque qu'on peut appeler, sans pédanterie, qu'on peut appeler planétaire. C'est-à-dire que le monde est vraiment très petit, comme dit le mot, vraiment très petit actuellement, même dans le sens historique. Et le fait que quelqu'un comme moi habite dans un pays qui n'est pas latino-américain, me donne une optique tout à fait spéciale et différente. C'est-à-dire que tout en restant latino-américain, et ne voulant pas renoncer à ça, je profite de jour en jour, je m'enrichis personnellement de mon expérience européenne, de mon expérience française. Et je pense que cette confrontation de cultures très différentes, dans l'esprit d'un écrivain qui est ouvert, comme j'essaye de l'être toujours, donne finalement des résultats qui peut-être se traduisent dans mes œuvres. Je crois par exemple que j'aurais pas pu écrire un roman comme Marelle si je n'avais pas habité à Paris. Marelle est un pont, il y a une partie qui se passe à Paris, une partie qui se passe à Buenos Aires, mais ces deux parties sont dialectiquement unies. Il y a un pont, il y a une relation continuelle qui enrichit les deux côtés. C'est-à-dire, Buenos Aires est devenu plus riche pour moi parce que je suis à Paris, et pour moi, Paris est une ville qui évoque tout le temps pour moi des souvenirs latino-américains. Donc, je dois beaucoup à la France dans ce sens-là. Et je me refuse une fois de plus aux étiquettes nationalistes.
ces gens qui me reprochent de ne pas être en Argentine en permanence. Je crois que j'ai fait une œuvre très très argentine en tant qu'écrivain, sans être forcé de vivre à Buenos Aires comme les voudraient les nationalistes au petit cerveau étroit. La femme de Severo était assise à côté de lui en train d'arranger les oreillers. Mais elle se releva et alla se placer à la tête du lit. Severo regardait le plafond, nous ignorant. Il regardait le lustre allumé, sans ciller, les mains croisées sur le ventre, immobile et indifférent. Il regardait sans ciller le lustre allumé. Et alors Manuelita s'approcha du lit. Et nous pûmes tous voir dans sa main le mouchoir, avec les pièces de monnaie cousues aux quatre coins. Il ne nous restait plus qu'à attendre, suant presque dans cet air chaud et renfermé, respirant avec reconnaissance l'odeur de l'eau de Cologne et pensant au moment où nous pourrions enfin partir et fumer dans la rue, en discutant, ou sans discuter, des choses de cette nuit. Sans en discuter sans doute, mais en fumant jusqu'au coin des rues où nous nous quitterions. Lorsque les paupières de Severo commencèrent à descendre lentement, effaçant peu à peu pour lui l'image du lustre allumé, j'entendis près de mon oreille la respiration oppressée du bébé Pessoa. Brusquement, survenait un changement, une tension cédait. On le sentait, comme si nous n'étions qu'un seul corps aux innombrables jambes, mains et têtes qui se seraient soudain détendues, comprenant que c'était la fin. Le sommeil de Severo qui commençait, et le geste de Manuelita se penchant sur son père et lui couvrant le visage avec le mouchoir, en disposant les quatre pointes de façon qu'elles le tendent naturellement, sans pli ni espace découvert. C'était la même chose que ce soupir contenu qui nous enveloppait tous, nous couvrait tous du même mouchoir. Et maintenant il va dormir, dit la femme de Severo. Il dort déjà. Vous voyez ? Les frères de Severo avaient mis un doigt sur leurs lèvres, mais c'était inutile. Personne ne songeait à parler. On se mit à bouger sur la pointe des pieds en nous appuyant les uns sur les autres pour ne pas faire de bruit. Certains se retournaient pour regarder le mouchoir sur le visage de Severo, et comme pour s'assurer que Severo était bien endormi. Je sentis contre ma main droite des cheveux drus et frisés. C'était le plus jeune fils de Severo qu'un parent avait gardé près de lui pour l'empêcher de bouger et de parler, et qui maintenant était venu contre moi en jouant à marcher sur la pointe des pieds. Et il me regardait d'en bas avec des yeux interrogateurs et ensommeillés. Je lui caressais le menton, les joues, et le tenant contre moi, je sortis dans le couloir, puis dans la cour, entre Ignacio et le bébé qui prenaient déjà leur paquet de cigarettes. Le gris de l'aube, avec un coq là-bas au fond, nous rendait chacun à notre vie. L'avenir déjà installé dans ce gris et ce froid. Horriblement beau. Julio Cortázar, Les phases de Severo. C'était Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont, première diffusion le 16 juin 1976. À suivre. Les nuits de France Culture. En juin 1976, l'écrivain argentin Julio Cortázar, qui est établi en France déjà depuis de nombreuses années, accorde un entretien à l'équipe des après-midi de France Culture. Au micro de Jean Montalbetti,
Il aborde successivement son rapport aux lettres argentines, à la littérature fantastique et sur un plan plus personnel, ses liens avec l'Amérique latine et son pays d'adoption, la France. L'émission que voici est le dernier volet de cet entretien, un volet dont les premières minutes sont malheureusement manquantes. C'est le lot de la conservation des émissions de France Culture. Des bandes se perdent parfois dans les labyrinthes de nos archives. Archives incomplètes donc, mais archives précieuses tout de même. Car Julio Cortázar donne dans cette émission plusieurs clés de compréhension de sa vie et de son œuvre, notamment pour ce qui concerne son rapport à l'engagement. C'est d'actualité en cette année 1976 qui voit l'Argentine basculer dans un régime militaire. En guise de conclusion, l'écrivain évoque son rapport à la France, un rapport passionné malgré le refus de Paris de lui accorder la nationalité française. Cette indélicatesse est réparée en 1981 par François Mitterrand qui fait de lui un citoyen français, quelques années seulement avant sa disparition en 1984. Voici donc Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, quatrième et dernier volet d'un entretien diffusé en juin 1976. Si vous avez lu livre de Manuel, vous avez les preuves là. C'est un livre qui a été écrit un peu contre la montre de la CDFO pour venir en aide contre cette horrible escalade de la torture et de l'assassinat qu'il y avait au temps de la dictature du général Lanús. Et je continuerai à écrire, je ne sais pas exactement quoi, ni comment, ni quand, mais je continuerai à écrire une littérature de dénonciation et de protestation. Alors là, je voudrais ajouter une chose très importante. C'est le malentendu qui existe autour de la littérature engagée dans certains pays. Il est très fréquent qu'on vous dise qu'un écrivain engagé doit s'adresser aux masses, doit écrire d'une façon simpliste et populiste pour que tout le monde puisse le comprendre. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue-là. Je crois qu'un grand écrivain peut être un grand écrivain populiste et arriver à des grandes masses de lecteurs. Je suis heureux pour lui et pour les lecteurs. Mais il se passe qu'il y a d'autres écrivains, et ce serait mon cas, qui ont toujours travaillé sur un plan d'expérimentation, ce qu'on appelle avant-garde, si vous voulez. C'est-à-dire en ne pas profitant des choses acquises, mais essayant toujours de nouvelles bifurcations, de nouvelles expériences. Bien sûr, chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience, il y a un décalage entre l'expérience et le temps de compréhension de la part du public. Et de là le reproche d'hermétisme que très souvent on me fait moi dans certains secteurs de l'Amérique latine et contre lequel je reste absolument indifférent parce que je connais quel est mon engagement et je suis assez responsable pour agir personnellement comme il le faut dans le problème historique latino-américain et en même temps ne pas céder d'un pouce sur le terrain littéraire. Je crois que ma littérature vaut ce qu'elle vaut, qu'elle est déjà comprise par une énorme quantité de lecteurs en Amérique latine et que le reste viendra une génération après. C'est difficile d'être un écrivain engagé en Europe, dans la plupart des pays de l'Europe, sans avoir la nationalité de ce pays. Ce que je comprends très bien, parce qu'un étranger résidant dans un pays n'a pas le droit de se mêler des affaires internes de ce pays. Par conséquent, il ne peut pas s'engager en ce qui concerne ce pays. C'est exactement mon cas. J'ai demandé à 2 reprises la naturalisation française. Elle m'a été refusée à 2 reprises. Donc, tant que je n'aurai pas cette naturalisation française, qui d'ailleurs est une double naturalisation, puisque je garde celle de l'Argentine, nous avons un traité, l'Argentine et la France peut octroyer de nationalités à leurs citoyens sans que eux soient forcés de perdre celle d'origine. Autrement, j'aurais pas demandé la naturalisation française puisque, je vous répète, je suis profondément argentin. Mais si je demande la naturalisation française, c'est parce que j'aime la France et je voudrais pouvoir participer de plus près à ses problèmes personnels. Je ne peux pas les faire pour l'instant. Donc mon engagement se dirige exclusivement vers l'Amérique latine. Julio Cortázar, octaèdre, lieu nommé Kinberg. Tout de même, il reste encore ce
frisson, presque une crampe, aigre douce. Cette chose à l'arrivée à Kinberg, le parking de l'hôtel dans l'énorme hangar vétuste, la vieille leur montrant le chemin avec une lanterne d'époque, Marcello, valise et portefeuille, Lina, sac à dos et pâte aux gens. L'invitation à dîner, acceptée avant Kinberg. Comme ça, on aura le temps de bavarder un peu. La nuit et la mitraille de la pluie. Il vaut mieux s'arrêter à Kinberg. Je t'invite à dîner. Ah oui, merci, c'est sans sas. Comme ça, tu pourras te sécher. Le mieux, c'est de rester ici jusqu'à demain. Quand il pleut dehors, dedans, on est bien. Ah oui, avait dit Lina. Et alors le parking, les couloirs sonores, gothiques, jusqu'à la réception. Qu'on est bien au chaud dans cet hôtel. Quelle chance! Une goutte d'eau, la dernière, au bord de la frange, le sac à dos à l'épaule, Ourson, Girl Scout avec tonton gâteau. Je vais demander les chambres, comme ça tu pourras un peu te sécher avant de dîner. Et ce frisson, presque une crampe là en bas. Lina le regardant de toute sa frange. Les chambres! Quelle folie, mais demande-en une seule! Et lui, sans la regarder, mais avec ce frisson agré-désagréable, alors, c'est une virée. Alors, c'est une merveille. Alors, oursette, soupe, cheminée. Alors, une de plus. Et quelle chance, vieux, parce que celle-là, elle est bien jolie. Mais après, en la regardant sortir du sac à dos une autre paire de blue jeans et le pullover noir, en lui tournant le dos et en bavardant, quelle cheminée, elle sent bon, feu parfumé. En lui cherchant des aspirines dans le fond de la valise parmi vitamines et aftershave. Et jusqu'où tu comptes aller comme ça? Je sais pas, j'ai une lettre pour des hippies à Copenhague, des dessins que m'a donné Cécilia à Santiago. Elle m'a dit que c'était des gars sensationnels. Le paravent de velours, et Lina suspendant les vêtements mouillés, renversant indescriptible le sac à dos sur la table François-Joseph doré à arabesque, James Baldwin, Kleenex, bonbons, lunettes noires, boîte de carton, Pablo Neruda, petit paquet de serviettes hygiéniques, carte de l'Allemagne. J'ai faim, Marcello. Il me plaît ton nom, il sonne bien, et j'ai faim. Allons manger alors. Pour ce qui est d'une douche, tu en as assez eu, tu finiras de ranger ce sac après. Lina relevant brusquement la tête et le regardant. Je ne range jamais rien, quoi ça sert? Le sac à dos est comme moi, comme ce voyage et la politique, tout mélangé, qu'est-ce que ça peut faire? Morveuse va, pense Marcello. Crampe, presque frisson, lui donner l'aspirine au moment du café, effet plus rapide. Mais ça l'ennuyait, elle, ces distances verbales, ces... Comment ça se fait que tu voyages seule comme ça, si jeune? Au milieu de la soupe, elle s'était mise à rire. Hein, la jeunesse, tu parles, des fossiles, oui, des cadavres ambulants, comme dans ce film de Romero. Alors, on emportait le plat vide. Tu penses continuer jusqu'au Danemark, toujours comme ça, mais tu as tout de même un peu d'argent, non? Bien sûr que je vais continuer. Tu manges pas ta salade, passe-la moi, j'ai encore faim. Une façon de plier les feuilles avec sa fourchette et les mâcher lentement, leur fredonnant archichep, avec de temps en temps une petite bulle argentée sur les lèvres humides. Jolie bouche, découpée, finissant juste où il fallait. Ses dessins de la Renaissance, Florence à l'automne avec Marlène, ces bouches que les pédérastes de génie avaient tant aimées, sinueusement subtiles, sensuelles, etc. Oh, c'est Riesling 64 qui te monte à la tête. En l'écoutant dire entre coups de dents et fredons, je ne sais pas comment j'ai pu achever ma philo à Santiago. Je voudrais beaucoup lire, c'est maintenant qu'il faut que je commence à lire. Prévisible. Pauvre petit ours, si contente avec sa salade et son projet d'avaler Spinoza en 6 mois, plus Allen Ginsberg et de nouveaux Shep. Que de lieux communs les défilés d'ici le café. Ne pas oublier de lui donner l'aspirine. Si elle se mettait à éternuer, qu'est-ce qu'on deviendrait? Morveuse, avec ses cheveux trempés, la figure entière, frange mouillée, la pluie la malmenant au bord du chemin. Mais parallèlement, entre Shep et la fin du goulash, tout virait de bord peu à peu et changeait. C'étaient les mêmes phrases, Spinoza ou Copenhague, et en même temps autre chose. Lina, là, en face de lui, partageant le pain, buvant le vin, le regardant toute contente, à la fois proche et lointaine,
changeant comme avançait la nuit, quoique proche et lointaine. Ce n'était pas une explication. Autre chose, quelque chose comme une indication, Lina lui montrant quelque chose qui n'était pas elle, mais quoi alors, hein? Quoi? C'était Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont, première diffusion le 17 juin 1976.